Du bist chérie, das Glück für mich, für mich formidabel. Du bist so süß, so sweet und für mein Herz adorable. Ça marche en allemand aussi, oui, oui, oui. Qui était ce monsieur von Zeppelin? Ah ben, c'est pas un inventeur, c'est pas un ingénieur, c'est pas un fou de volant, vous savez, comme tous les dans pionniers. l'ordre de machine. Oui, eh bien non, c'est un type qui a une passion et qui va prendre les hommes autour de lui qui sont capables de créer cette nouvelle machine. Cette machine qui est ni plus ni moins qu'un ballon. Alors vous allez me dire, le ballon, c'est français. Sont après un ballon de rugby, non? Ah non, mais les ballons qui s'élèvent dans le ciel. Les ballons normaux, oui, là, je pensais aux frères Montgolfier, alors évidemment, ça. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer non seulement des ballons qui s'élèvent vers le ciel, mais en plus qui vont être propulsés. Et ça, c'est une vraie révolution. Et c'est ce qu'on appelle le dirigeable. Et là, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez diriger, bien sûr, mais surtout dont vous pouvez utiliser les capacités pour transporter, pour supporter, pour de très lourdes charges peuvent être même déplacées. Enfin bref, c'est une vraie révolution. Alors, en fait, tout commence par le service militaire. Il est passionné, son père veut qu'il continue, il va donc entrer dans l'armée, il devient lieutenant, bien sûr, après la sortie de son école militaire, il est lieutenant de cavalerie, et là il est volontaire pour partir surveiller, observer la guerre de sécession au nom de l'Allemagne, c'est assez étonnant, donc il est observateur, et là il va découvrir que les nordistes, ceux du général Grant, utilisent des ballons pour espionner l'ennemi. Non seulement, alors ils les utilisent pour les regarder aux jumelles, pour prendre des notes. Des ballons dirigeables. Des ballons dirigeables, absolument. Des ballons avec une petite nacelle. Voilà, tout à fait, on va voir ça en image. Et ils emportent avec eux des plaques photographiques. Alors ça, du coup, ça donne des plans de l'ennemi, le positionnement exact. Alors, on regarde des images, parce que le fait de raconter, c'est une chose, mais de pouvoir revenir avec des documents... Aussi, non, mais c'est bien. Là, ils reviennent avec des documents, et là, c'est assez incroyable. Alors, on a évidemment... C'est le début de ce qui va vraiment le fracasser dans l'esprit. Il va se dire, mais c'est vrai que ces ballons, si on pouvait en plus les diriger, c'est-à-dire si on ne tenait pas compte que du vent, le voilà, Frédéric von Zeppelin, eh bien, ça permettrait de survoler. C'est Frédéric ou Ferdinand? Non, Friedrich, oui. Friedrich, je crois que en fait vous avez raison, c'est Ferdinand. Ah bon? Ferdinand. Bon, d'accord, mais moi c'est comme vous voulez. Non, mais non, c'est... Alors regardez. De toute façon, on va pas le débaptiser. Ce sont d'énormes cigares. En fait, il y a une ossature qui est en aluminium, ce qui fait qu'elle est très légère. À l'intérieur, il y a de l'hydrogène. C'est ça qui va être le drame de cette aventure. Regardez, vous allez c'est voir tout en petit image. ce qu'il y a en dessous. Alors oui, c'est tout petit, mais à la fois, c'est-à-dire quand ils vont arriver à la fabrication du Hindenburg, il y a 400 mètres carrés quand même à l'intérieur de ce qui est transporté en dessous. Alors en dessous. En dessous, pas dans le ballon. Non, dans le ballon, on peut transporter, si on veut transporter des objets, si on veut, mais les passagers sont avec le commandant de bord et puis tout l'équipage sont absolument en dessous. Et ça va servir évidemment dès l'entre-deux-guerres à traverser l'Atlantique. Ça a une telle popularité que quand on voit passer ce ballon, eh bien on se dit on peut surveiller l'heure et regarder sa montre, il est toujours à l'heure. Et ça, c'est le drame absolu qui s'est déroulé en 1937 avec le Hindenburg, qui, en arrivant aux États-Unis, ne trouve pas le moyen de s'accrocher, d'accrocher ses suspentes pour pouvoir se poser. Le temps est exécrable et il va exploser en l'air à la suite de manœuvres indélicates. Et vous voyez qu'on revient, c'est ce que je voulais vous montrer, ces images, parce qu'on revient en ce 21e siècle à ce principe de ballon qui s'élève et en même temps qui soit dirigeable. Pourquoi? Pour l'espionnage, donc ça n'a pas changé depuis l'origine, pour transporter des troupes, mais aussi pour transporter de très lourdes charges, des containers. Alors en fait, c'est beaucoup moins bruyant qu'un avion ou qu'un hélicoptère, donc au niveau sonore, c'est assez intéressant. Ça transporte beaucoup plus qu'un gros porteur avion. Il suffit de quoi? D'une hélice à l'arrière? Ah oui, il y en a entre 2 et 4, suivant, il y a 2 ou 4 moteurs, suivant la taille du gros cigare. Et puis, en plus, ça consomme 20 fois moins qu'un hélicoptère, 20 fois moins. Donc, mais qu'est-ce qu'on met? Parce que c'est très dangereux à l'époque, on l'a bien vu, ça a brûlé, donc il faut... Alors, le souci, c'est que vous avez raison de le rappeler, c'est que là, il y avait de l'hydrogène, parce que l'Allemagne, à l'époque où ça a été créé, vous avez été sous l'embargo suite à la Première Guerre mondiale, donc ils ont dû mettre ce produit dangereux, soufflé de l'hydrogène, au lieu de l'hélium, comme ils voulaient le faire. Mais comme ils étaient sous embargo, ils ne pouvaient pas obtenir d'hélium. Donc ils ont choisi l'hydrogène, et c'est ça qui a tué
en 1937. Et là, ce que l'on propose là, c'est Ah pas bah ça c'est là, du coup, moteur électrique ou moteur oui, c'est ça. Et dans la capsule, on met un autre... Ah ben, on met plus de gaz si on est tout électrique, ou alors si on met un gaz qui évidemment n'est pas dangereux. Figurez-vous qu'à l'intérieur... Mais on met de l'air alors. Oui, absolument. C'est de l'air. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a des ballasts. Ça décollait depuis de l'eau. On mettait de l'eau et puis on lâchait l'eau. Et là, du coup, l'hydrogène permettait au c'est de l'air ballon de maintenant. monter. Oui, d'accord. Absolument. Merci beaucoup. L'actualité. Bonjour. Allez, comme c'est la tradition tous les lundis matins, on commence par le foot. Et voilà, il y avait du football hier soir avec un nouveau carton de Monaco. Monaco qui est décidément le grand patron de cette Ligue 1 devant le PSG et Nice. Ça n'a pas bougé. Donc on a passé une belle soirée hier soir à Louis II. Il y avait du spectacle, sauf pour les Nantais qui ont été balayés. On voit ça en image tout de suite. Avec d'abord cette minute de silence en hommage à Raymond Kopa. Un silence suivi de longs applaudissements hier soir pour cette légende du football, je le rappelle, qui a disparu vendredi à l'âge de 85 ans. Alors Raymond Kopa, il aurait adoré le style de Monaco hier soir, avec ce jeune garçon notamment, Mbappé, 18 ans seulement, qui ouvre le score donc pour les Monégasques. Le deuxième but monégasque, le voici, il est pas mal non plus. Cette fois, il est signé Germain, qui va l'inscrire après ce corner et ce petit cafouillage. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Et puis Monaco avec Mbappé, encore lui décidément de la tête, qui s'offre un doublé. Et puis enfin Fabinho, cette fois sur penalty, qui scelle la victoire des Monégasques sur Nantes. 4-0. Magnifique pour Monaco hier soir. Toujours en Ligue 1, William, on joue aussi à Toulouse hier soir avec Toulouse qui accueillait Lille. Les Toulousains qui vont vers le score ici par Julien de la tête. Et puis en deuxième période, Lille va égaliser par Benzia sur cette action. La voici. Voici le but de Benzia. Bonne opération pour le LOSC qui, avec ce nul, reste lui en dehors de la zone de relégation. Allez, on va revoir également la balade des Marseillais. C'était hier en fin d'après-midi à Lorient. Victoire 4-1. Premier but signé Rolando de la tête sur ce corner. Deuxième but également sur un corner à nouveau, décidément. Cette fois, c'est Payet. Mais Payet, il est pas mal celui-là. Regardez. Hop, le voici. Non. Joli oui, ce petit lobe. Allez, je vous le remontre au ralenti parce que vous l'aimez bien. Le voici. Troisième but marseillais, cette fois marqué par Thauvin sur cette percée. Puis c'est Sanson qui va marquer le 4e de l'OM. Cette victoire qui permet à l'OM de remonter ce matin à la 6e place du championnat. Bravo à l'OM. Eh ben voilà, Sophie Le Saint va être contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il faut retenir un nom ce matin. Il s'appelle Kevin Meyer. Peut-être que vous l'avez aperçu à Rio en août l'été dernier. Il a fait médaille d'argent. Sa discipline, c'est l'heptathlon. Et hier soir, il est devenu champion d'Europe de la discipline. Regardez ce visage. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce visage? Cette joie aussi. Il a 25 ans, donc il s'appelle Kevin Meyer. Il a battu hier soir le record d'Europe de la discipline. L'heptathlon, c'est quoi? C'est 7 disciplines. Il y a notamment le saut à la perche, avec par exemple ici ce saut réussi à 5,20 m. Il y a aussi des lancers. Oui. Et puis, il y a des courses aussi, comme ici cette fois au 1000 mètres. Et à l'arrivée, eh bien, le Français Kevin Meyer est donc devenu champion d'Europe. Bravo à lui, c'est fort. Du rugby à présent avec la victoire historique de La Rochelle, c'est le leader du top 14 à Toulouse hier. Ce sont pourtant les Toulousains qui trouvent la faille les premiers avec ce premier essai donc signé Tekori. À ce moment-là, les deux équipes elles sont à égalité, mais La Rochelle va réagir. D'abord avec cet essai bien conclu, côté gauche avec le surnombre, il est signé Kovu. Et puis, deuxième essai cette fois, tout en puissance. Là, il n'y a pas beaucoup de finesse sur cette action. Cette fois, c'est Aguillon qui va aplatir le ballon. Je vous laisse deviner où est le ballon d'ailleurs. Je sais pas, moi, je n'ai pas trouvé. En tout cas, La Rochelle qui réalise l'exploit à Toulouse. Score final, 27-21. Puis coup de chapeau à cette équipe de ski nordique française. Elle a frappé un grand coup à un an des JO en Corée du Sud. Et d'ailleurs, c'est sur cette même piste sud-coréenne que Martin Fourcade et ses coéquipiers ont remporté hier soir le relais de 4 fois 7,5 km. C'est une épreuve de Coupe du Monde. Martin Fourcade qui a remporté, je le rappelle, sa 6e Coupe du Monde générale il y a quelques jours. On va rester en altitude si vous voulez bien. On n'a pas fini là? Non, on a un petit peu de glisse encore. Allez, c'est parti avec des scores d'accord, plus il va aller insolites. vite, il va aller vite. Allez, je vais aller vite. D'abord de l'ice cross. Regardez, c'était à Ottawa au Canada. Une finale très disputée, la preuve. Il y a eu des chocs ici. Boum, pas de bobo heureusement. Et pour les premiers en bas, eh bien, il y a eu beaucoup de joie quand on arrive en bas et qu'on a gagné. Effectivement, on est content. C'est beau ce tube. Regardez avec ce magnifique. Une belle arène. Victoire on de Cameron Nass, l'américain. À Marseille récemment. Mais là, c'était la grande finale, William. Ouais. Allez, de la glisse encore, mais là, on est à Vail dans le Colorado pour l'US Open de Halfpipe avec des figures incroyables, à plus de 5 mètres de hauteur parfois. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est assez spectaculaire. Et la star dans cette discipline, c'est l'américain Shaun White. Il a remporté cette prestigieuse épreuve américaine. C'était donc l'US Open hier. C'est remarquable.
Allez, dernière image, vous allez voir, je ne Ils vont résiste très pas vite, hein. à vous la montrer, c'est du golf cette fois, ça se passe à Mexico sur le Tour mondial. Cet homme-là, il va réaliser le rêve de tout golfeur. Regardez. Un trou en un. Eh ben voilà, c'est un trou en un. Et ça plaira forcément à Nathanaël Dorinxin qui s'entraîne beaucoup pour arriver à ça. Bonne Il n'en est chance. pas là. Merci Merci, beaucoup. William. Allez, à plus tard. On enchaîne avec l'actualité de l'emploi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est le 8 mars. Sophie Pignal va vous parler d'une initiative qui concerne les femmes précisément. Et elles sont moins présentes que les hommes dans un certain nombre de secteurs. Elles sont moins bien payées, ça on le sait. Dans le secteur des nouvelles technologies, hélas aussi. Alors voilà un programme qui devrait permettre de rétablir l'équilibre. Il s'agit du programme Wi-Fi. Wi-Fi. Démonstration en Seine-Saint-Denis. Kautar a 19 ans. Il y a 3 ans, elle a suivi le programme Wi-Fi. À l'époque, elle envisageait des études dans le secteur du commerce, de la gestion. Elle a finalement opté pour une école du web. Imaginez une app de messagerie instantanée sans les écrans. J'ai commencé Wi-Fi en classe de première. Du coup, j'étais en première STMG. J'avais bien décidé que je voulais faire du commerce, de la communication. Et du coup, je me suis inscrite dans ce programme-là, je me suis impliquée là-dedans. J'ai appris la programmation, le développement. C'est à ce moment-là en fait, que j'ai connu cet univers-là du web, du numérique. Et j'ai décidé qu'en fait, ça allait être ça, mon avenir et pas autre chose. Pour la réalité virtuelle, vous ne trouvez pas que c'est un moyen justement de séparer les écrans? L'école correspond bien à ce que je pensais. En fait, il y a bien du web, de l'entrepreneuriat, il y a un peu de communication, mais pas trop. Et c'était mes attentes. Le programme Wi-Fi propose 160 heures de formation aux nouvelles technologies. Les cours se déroulent de février à juin, de préférence le mercredi après-midi, dans les locaux des entreprises et des associations partenaires, comme par exemple la Maison des sciences de l'homme à Saint-Denis. C'est quoi le phénomène des cyber? Ce sont des personnes qui sont connues grâce aux réseaux sociaux. Et si je veux être moi cyber, comment je fais? Tu peux pas. Wi-Fi est un programme d'immersion et d'initiation à l'informatique et notamment à la programmation informatique destiné uniquement aux filles dès la 3e. Qui c'est qui a un Facebook ici? Instagram, Snapchat. Il y a très peu de femmes dans l'informatique et notamment dans ces métiers techniques. Elles représentent moins de 10% des développeurs et développeuses actuellement sur le marché du travail. Or, ce sont les secteurs d'activité les plus en demande aujourd'hui et dans les années à venir. Et ce serait dommage que les femmes en soient privées. Le programme Wi-Fi existe depuis maintenant 4 ans. Il est né en Seine-Saint-Denis et il se déploie maintenant à l'échelle nationale. Au début, tu dois essayer de trouver des abonnés. Quand tu en auras beaucoup, les gens ils vont même plus se poser la question. Ils voient que tu as beaucoup d'abonnés, ils vont s'abonner. La problématique de la mixité dans ces milieux techniques est une vraie problématique d'entreprise et de diversité des collaborateurs et des collaboratrices. C'est quoi déjà Snapchat? La première entreprise que nous avons su convaincre est Dell. Derrière, Orange également, ainsi qu'Enedis ont été des sponsors principaux pour la mise en place de l'expérimentation Wi-Fi depuis 2014. Je pense qu'aujourd'hui en France, c'est important d'avoir des programmes comme Wi-Fi parce que quand on est une fille, on pense pas forcément au web, au numérique, à l'informatique. Et c'est intéressant parce que ça nous pousse à aller là-dedans et ça nous pousse à oser. Dans le secteur du numérique, les femmes ne représentent que 33% des salariés. Or, ces métiers sont plutôt pourvoyeurs d'emploi et bien rémunérés. Alors, Wi-Fi, because girls can. Je cherche une alternance pour octobre 2017 dans tout ce qui est développement front-end et design web. C'est un appel et si vous êtes intéressé, contactez Télématin. Voilà, bonne chance à ces jeunes filles. Allez, en Allemagne, et là-bas, on a beaucoup parlé ces derniers jours d'un procès qui s'est tenu à Berlin. Amaury Guibert, notre correspondant permanent, a suivi ça de près. Alors, c'est le procès de 2 chauffards qui sont impliqués dans des courses illégales de voitures. Amaury va vous expliquer de quoi il s'agit. Alors, ils sont accusés d'avoir tué un automobiliste et le procès a fait la une. Mais c'est surtout parce que la peine prononcée est sans précédent, comme va vous l'expliquer Amaury. Bonjour. Bonjour William, bonjour à tous. Ouais, c'est une peine sans précédent que le tribunal correctionnel de Berlin a prononcée la semaine dernière contre ces 2 hommes, condamnés donc à la prison à vie, la perpétuité pour meurtre. Alors qu'en général, dans ce genre de dossier de délinquance routière, les peines n'excèdent pas quelques années de prison, souvent avec sursis, et surtout la qualification requise est celle d'homicide involontaire. Donc ce jugement marque une vraie rupture dans la jurisprudence et tous les médias allemands qui ont bien sûr couvert ce procès et ce jugement y ont vu surtout un avertissement lancé
protester contre ces chauffards qui prennent les rues des grandes villes allemandes pour des pistes de course. Le phénomène de ces courses illégales, on en avait déjà parlé ici même dans cette chronique il y a quelques mois et depuis il ne cesse de prendre de l'ampleur. Les autorités semblent toujours autant dépassées, mais les choses sont sans doute en train de changer. On l'a vu avec ce procès, il y a d'autres mesures à venir. On va voir tout ça dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Michaela Verte. Ils ont 28 et 25 ans et pourraient passer le restant de leur jour derrière les barreaux. Ces deux chauffards ont été condamnés à la prison à vie pour meurtre. Aux yeux des juges, c'est un meurtre qui a été commis à Berlin cette nuit du 1er février 2016. Deux voitures surpuissantes qui se font la course, grillent plusieurs feux et percutent une voiture qui passait par là, ne laissant aucune chance à son conducteur. Les voitures ont été utilisées comme des armes et les deux prévenus n'avaient aucune conscience du mal qu'ils pouvaient faire à d'autres personnes. Ils ont agi sans aucun égard pour autrui et c'est pourquoi le jugement a été prononcé pour meurtre. Ce jugement est une première en Allemagne. Jamais la qualification de meurtre n'avait été retenue dans des affaires de cette nature. C'est sans précédent. Et j'espère que ce jugement fera office d'exemple, que ça aura un effet sur les gens. Le phénomène des courses illégales est assez récent en Allemagne et semble hors de contrôle. Dans les grandes villes, les accidents sont fréquents. Il y a déjà eu plusieurs morts. Ceux qui s'adonnent à cette pratique sont souvent jeunes, moins de 30 ans. Et pour ce psychologue qui a travaillé sur le sujet, il présente souvent le même profil. On se sent puissant quand on est au volant d'une voiture de 400 ou 500 chevaux. Un petit mouvement du pied sur l'accélérateur suffit à montrer sa force, une force que très souvent ils n'ont pas dans la vie privée ou professionnelle. Les deux chauffards condamnés à Berlin ont annoncé leur intention de faire appel. S'ils sont déboutés, ils ne pourront espérer de libération anticipée avant une quinzaine d'années au moins. Mais Amaury, est-ce que du coup la justice allemande, qui est devenue plus sévère, va permettre de faire évoluer la loi pour réprimer ce genre de comportement ? Oui, parce que la loi actuelle, William, est très clairement inadaptée à la situation. Aujourd'hui, participer à une course illégale sans que cela provoque d'accident et donc sans qu'il y ait de victimes, c'est assimilé à de la conduite dangereuse et c'est une simple infraction routière. C'est-à-dire que rouler à 150-160 km/h dans le centre-ville de Berlin, par exemple, eh bien, ça va coûter 400 € d'amende et un retrait de permis d'1 mois seulement. Autant dire que ce n'est absolument pas dissuasif. Mais face à l'ampleur prise par ce phénomène des courses illégales, de la multiplication des accidents mortels, les députés allemands ont décidé de réagir en modifiant la loi avec des sanctions beaucoup plus dures. Désormais, cette loi va bientôt être mise en œuvre. Désormais, la participation à une course illégale, eh bien, ça pourra entraîner une peine qui pourra atteindre jusqu'à 5 ans de prison, la suspension à vie du permis de conduire et la saisie du véhicule. On le voit, des sanctions très dures, très strictes, mais encore une fois, ce phénomène prend tellement d'ampleur que le législateur a décidé de réagir contre ces chauffards. Et au pays de la vitesse sur la route et des gros cylindrés, c'est quand même un sacré changement. Merci beaucoup, Amaury. À bientôt cette semaine. Allez, on commence par... Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, il y a une réalité, une seule, et il y a plusieurs manières de l'appréhender et de l'interpréter. En l'espèce, nous retiendrons deux manières sous la forme de deux photos qui ne disent pas tout à fait la même chose. Elles disent même une chose et son contraire, mais qui ont été prises au même moment hier après-midi sur la place du Trocadéro. Voici donc en parallèle la une de Paris-Normandie et celle de la Nouvelle République. Voici donc le contraste d'une foule qui semble compacte, triomphante, sûre de son fait, même si on ne fera croire à personne qu'il y avait 200 000 personnes hier au Troca, avec ce qui ressemble à l'ultime carré des fidèles d'un homme que cinglent les giboulées de Mars. Alors c'est intéressant les giboulées parce que c'est un phénomène météorologique qui d'habitude annonce le passage de l'hiver au printemps. Et ce passage, eh bien la droite républicaine n'en peut plus de l'espérer, elle qui est en voie de décomposition mortifère, pour reprendre la formule de Rémi Godot dans l'Opinion, dont une fois de plus le dessinateur CAC fait merveille. À la proue de ce qu'il convient d'appeler le Titanic des Républicains, Pénélope écarte les bras, cependant que François clame qu'il est le King of the World. Si vous traduisez en français, ça donne « Personne ne peut m'empêcher d'être candidat ». Sarko et Juppé ne le savent que trop. Impassible, ils se préparent au naufrage, car il est entendu que pour tout le monde, eh bien, le bâtiment file droit vers
l'envers l'iceberg qui, ce matin, prend la forme d'un sondage dont vous retrouverez le détail dans le Figaro. François Fillon y chute à 17%, éliminé au premier tour, devancé par Emmanuel Macron, talonné par Benoît Hamon, et Alain Juppé, lui, se qualifie pour le second tour avec plusieurs points d'avance sur Macron, toujours selon ce sondage. Alors, un naufrage annoncé, des défections en rafale, mais qu'est-ce qui fait encore courir François Fillon, se demande le Parisien. Ne cherchez pas une réponse politique, il n'y en a pas. On est dans le domaine du psychique, analyse un ancien ministre. Fillon souffre clairement d'une blessure narcissique, c'est une espèce de fuite en avant. Il nie l'évidence le plus longtemps possible. Il serait victime du syndrome Frank Underwood, du nom du héros sans scrupules de la série télé House of Cards. Alors, un stratège du parti se demande même si, de façon inconsciente, François Fillon ne serait pas en train de jouer avec tout ça. Quelque part, ça l'excite un peu, j'en suis sûr, croit-il pouvoir affirmer. Alors, on parle politique, mais j'ai un peu l'impression de feuilleter les pages culturelles ce matin. Après le Titanic, après House of Cards, après le cinéma et la télé, donc j'ai droit au théâtre. Attention, ne confondez pas, nous explique Alexandra Schwarzbrod dans Libération. Ce qui se joue là n'est pas une comédie, c'est une tragédie grecque avec ses péripéties, ses coups de théâtre, cette tension nourrie par l'hybris, sentiment violent découlant de l'orgueil qui, non réfréné, menace l'équilibre tout entier de la cité. Alors pour Libération, la droite est dans une impasse, que Fillon se maintienne et elle n'est plus sûre d'être au second tour, qu'elle le remplace par un modéré comme Juppé et les plus radicalisés de ses électeurs iront gonfler les rangs du Front National, qu'elle choisisse un héros de la droite dure et les plus modérés iront chez Macron. Cette impasse n'a pas échappé au Figaro, d'où la supplique de Paul-Henri Dulimbert. Les Républicains doivent urgemment s'entendre, écrit-il, soit c'est Fillon, soit c'est Juppé, mais ça ne peut pas être les deux à la fois. Fillon, Juppé, Juppé, Fillon. On a coutume de dire que le pouvoir ne se donne pas, mais qu'il se prend. Que Fillon n'ait pas envie de le donner, on avait remarqué. Que Juppé ait envie de le prendre ou pas, on va vite le savoir. Il doit s'exprimer devant la presse dans 3 heures maintenant. Merci beaucoup, Patrice. On continue avec 4 vérités. Elle reçoit Jean-Christophe Fromentin, maire UDI de Neuilly. Oui, il était aux premières loges hier, vous l'avez forcément vu, aux côtés de François Fillon au Trocadéro, quand plus de 250 élus tournent les talons. Lui reste aux côtés du candidat. Et je vous rappelle qu'Alain Juppé parlera à 10h. Nous allons évoquer, Alain Juppé, cette journée qui semble décisive pour la droite, mais d'abord ces images. Vous y étiez sous la pluie aux côtés de François Fillon hier. Il fallait de belles images. Il y a eu de belles images. Ça change quoi ? Effectivement, il fallait du monde, il fallait des symboles, il fallait de l'enthousiasme, mais il fallait un discours. Et je crois que tous les points ont été cochés. Il y avait cette dynamique nouvelle, probablement inattendue, celle d'un candidat qui n'est pas simplement l'acteur d'un parti politique qui, quelque part, le positionne, le place et prépare pour chacun sa carrière. Il était l'acteur d'un nouveau départ. Face aux Français, les yeux dans les yeux, avec des moments de vérité, avec des moments difficiles, avec des moments de doute, et avec, je crois, ce qui était essentiel, c'est-à-dire l'expression d'une ambition pour la France. 60 000 personnes, c'est les Français, vous êtes sûr ? Et si vous voulez, je crois que c'était... C'est le peuple de droite qui était hier, c'est pas la même chose, non ? On n'a pas coché, oui, à l'entrée, qui était là. Oui. Ouais. Il y avait des gens, et les gens sont venus. Tout le monde disait il y aura personne, ça va être difficile, ça va se passer dans la tension, il y aura des contre-manifestations. Non, il y avait du monde, il y avait des dizaines de milliers de personnes, peu importe, tu sais, 100 000 ou 200 000, mais il y avait du monde et surtout une énergie. Et je crois que c'est ça qui marque. C'était la question. Il y a déjà eu des meetings, il y a déjà eu des discours, il y a eu des conférences de presse, il y a eu des grands discours et vraiment des prises de position très fortes de François Fillon. Ça n'a rien changé. Cette campagne est compliquée, pour le moins, pour le candidat. Aujourd'hui, vous dites c'est une nouvelle campagne, c'est un nouveau départ. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ce qui était différent par rapport à une autre réunion, c'est que c'était un bateau dans la tempête. Un bateau dans la tempête, il a 2 manières finalement de réagir. Soit il est au gré des vagues, au gré des vents, au gré des courants, au gré des déferlantes, et on voit que dans la tempête, le bateau n'a plus de cap. Soit malgré la tempête, malgré les difficultés, et je crois que ce week-end, on était au cœur de la tension dans cette campagne, le bateau gardait le cap. Le capitaine était à bord et il y avait suffisamment de monde sur le pont pour qu'il puisse faire réagir et puis garder ce cap. Et je crois que c'est déterminant parce que faire un meeting quand tout va bien,
ou faire un meeting dans la tempête, c'est deux configurations différentes. Le cap vers quoi? différentes. C'est ça votre sujet. Le cap vers quoi? Il y a une phrase très importante hier soir prononcée par François Fillon sur France 2. Personne ne peut m'empêcher d'être candidat, a dit François Fillon. C'est devenu une fin en soi. Est-ce qu'on n'est pas dans la blessure narcissique? Mais je crois que c'est pas du tout ça. Je crois qu'il a un élan. Vous voyez, cette dynamique, elle le dépasse quelque part. Pour une raison simple, c'est que pendant des mois, voire pendant des années, il a cheminé la France. On le voyait régulièrement dans l'actualité ou à tel et tel endroit en France, et il construisait patiemment un projet, un programme. Et à un moment, l'inertie positive que vous donne ce travail, la légitimité, quelque part, du travail effectué, fait que finalement, l'énergie, la dynamique vous dépasse totalement. C'est pas un homme qui dit « je veux continuer », c'est un projet qui est parti, qui a démarré et qui, j'en suis convaincu, ira jusqu'au bout. Mais vous regardez de temps en temps les sondages. Alors je sais qu'il ne faut plus regarder les sondages, mais quand même de temps en temps, sur les intentions de vote à moins de 2 mois de la présidentielle, je vous rassure que ça annonce des choses. Il perd 3 points ce matin dans le sondage du Figaro. Il est à 17%, 9 points derrière Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel vous regarderez la réalité autrement? Attendez, les sondages, ce sont des instants. Ce sont des instants avec des circonstances à chaque fois particulières. Les sondages qui sortent aujourd'hui sont fatalement les instants d'hier, d'avant-hier ou d'avant-avant-hier. Et encore une fois, si on s'arrête aux instants, mais on risque de changer de candidat tous les jours, toutes les semaines, en permanence, parce qu'il n'y a jamais une série d'instants qui sont favorables. C'est heureusement ça aussi, la vie politique. Ce sont des moments dans lesquels il faut réagir. Et il l'a montré, je crois, au cours de la primaire. Il y a aussi eu des moments où, et j'étais d'autant plus à l'aise que moi, je n'étais pas du tout ni dans une équipe, ni je n'ai pas voté aux primaires, parce que je suis très prudent sur ce dispositif, dont on voit d'ailleurs les résultats. Mais tout ça pour dire que les primaires ont montré combien, à des moments au creux de la vague, quand tout le monde lui aurait dit il faut quitter, eh bien finalement, il a eu raison de ne pas le faire. Et je vais vous donner juste une petite anecdote. Moi, j'ai eu une expérience politique très singulière. On m'a dit pendant des mois, jusqu'à 1 mois avant mon élection à la mairie de Neuilly, que je n'avais aucune chance, mais strictement 0 chance. Et pourtant, le candidat que le système politique, dans toute sa puissance, avait positionné face à moi à Neuilly, n'a même pas pu aller jusqu'à la fin de l'élection. Et vous voyez, ça montre à quel point la politique, heureusement, elle n'adresse pas des choses rationnelles, elle adresse des choses irrationnelles parce qu'elle est dans le cœur des gens. Il y a des choses très très rationnelles, par exemple avoir une équipe, avoir un directeur de campagne, avoir un trésorier, avoir des porte-paroles, avoir même un parti politique derrière soi. Je disais que c'est une journée décisive pour la droite, une réunion politique très importante ce soir à 18h. Alain Juppé, c'est pas rien, qui prend la parole à 10h ce matin. Il peut réussir seul contre tous. Et il y a un contre-exemple incroyable en ce moment, c'est celui de Macron. Est-ce qu'il a un parti derrière lui? Regardez combien les itérations se sont montées rapidement, efficacement, autour finalement d'un projet politique sorti de nulle part et d'un acteur politique que personne n'attendait. Et donc le poids du parti, quand en plus les partis politiques génèrent une telle défiance dans l'opinion. Vous observez comme moi ce fameux baromètre du Cevipof où 80-85% des Français disent on ne fait plus confiance à ces partis politiques. Alors je crois que François Fillon a une opportunité extraordinaire de remonter, comme vous l'évoquez, une équipe, un appareil, une dynamique de campagne nouvelle. En gros, vous dites, ils ont tourné le dos, pour certains, 250 élus, plus de 250 élus qui sont partis, et vous dites aujourd'hui, il peut se passer du parti Les Républicains. Je suis même convaincu que ce moment de vérité, c'est comment devenir le candidat des Français et ne plus être le candidat d'un parti. Et ça, c'est vraiment le sujet des primaires. C'est le sujet sur lequel Hollande a lutté pendant tout son quinquennat. Il était le candidat d'un parti, un parti éclaté, fragmenté par le phénomène des primaires. Je crois que le piège des primaires, Fillon peut en sortir s'il devient le candidat des Français et non plus celui d'un microcosme politique. Vous imaginez une candidature Alain Juppé, ça changerait quoi ? Non, je crois que la légitimité du projet est plus forte que l'hypothèse d'un potentiel de légitimité d'un nouveau candidat. Donc je crois qu'il tient sa légitimité d'un projet. Certes, il y a l'erreur qu'il a rappelée hier, et je pense qu'il faut qu'il mette cette erreur sur la table, parce qu'elle est riche d'enseignements, mais je crois à la légitimité du projet, à l'élan du projet, bien davantage qu'à un nouveau candidat. Sincèrement, vous croyez qu'il peut encore faire campagne, aller sur le terrain, parler d'autre chose que du Penelope Gate, être audible jusqu'au premier tour de la présidentielle, sincèrement? Mais qui entretient la petite musique du Penelope Gate? C'est ses anciens amis. C'est ceux qui ont intérêt à tenter au grattage ce qu'ils n'ont pas eu au tirage hier.
C'est eux qui, sans arrêt, vous voyez, moi, sur le terrain, depuis une semaine, je reparle du projet et les gens écoutent parce que vous savez bien, ce que les gens veulent, c'est une alternance, des réformes et une France qui redémarre. Donc, tant que le petit monde politique et ses amis qui avaient parié sur Juppé ou sur Sarkozy entretiennent ce bruit. Certes, ce bruit existe, mais je crois qu'il ne dépend que de lui, François Fillon, et de son équipe de déplacer le débat vers les priorités. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu comme les derniers grenards de la garde impériale à Waterloo ? Mais si vous voulez, dans un combat, il faut avancer avec détermination et avec enthousiasme. Et je crois qu'on a vraiment un moment pour le faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Christophe Ramontin. C'est à vous, William. Merci, Caroline. À demain. Gangnam Style. Ce que vous entendez là, c'est le tube interplanétaire, je pense aussi sur Mars et Saturne, on en a parlé. Cet homme-là est un chanteur sud-coréen. Et là, précisément, vous allez voir des extraits d'une émission de télévision de la Corée du Sud qui plaît beaucoup. On parle même de phénomène. C'est un programme de divertissement et les acteurs, plus exactement les actrices, sont des Nord-Coréennes. Oui. Alors là, on ne comprend pas comment des Nord-Coréennes... Alors, elles vivent en Corée du Sud depuis plusieurs années. Exilées, là. Tout à fait, exactement. Et dans ce talk show, en fait, ces jeunes filles en fait, ont été choisies très soigneusement, entre autres pour leur beauté. C'est des filles très, très jolies, maquillées, pomponnées comme ça, très élégantes. Et en fait, sur le plateau, elles sont face à des Sud-Coréens et on leur demande de raconter leur vie. Leur vie en Corée du Nord. En Corée du Nord, évidemment. C'est une vie, c'est assez simple, c'est frustre, si j'ose dire. Mais il y a un petit peu de tout, en fait. On passe vraiment des larmes au rire, parce qu'elles parlent de leur famille, elles parlent de leurs amis, elles vont chanter des chansons de Corée du Nord, elles vont préparer des Mais c'est pas fait pour se moquer d'elles. Comment ? Ce n'est pas fait pour se moquer d'elles. Pas du tout. Parce qu'ils détestent la Corée du Nord. Oui, en fait, ils la connaissent mal, effectivement. Ils ont plutôt mauvaise réputation. Vous avez raison de le dire. Mais là, justement, c'est une émission qui va leur permettre, qui va leur donner une image positive. En tout cas, une image qui est très différente de ce qu'on voit habituellement. Il faut quand même rappeler que la Corée du Nord, c'est effectivement une dictature militaire. Eh bien là, on est sur quelque chose de complètement différent, c'est sûr. Et vous allez voir, non seulement c'est culturel, mais c'est humain aussi. C'est beaucoup plus humain. Et ça permet aussi, en fait, de comprendre et de connaître la société nord-coréenne plus que ce qu'on connaît à la base. Regardez. La Corée du Sud, aujourd'hui, est véritablement devenue le pays du divertissement en Asie. Alors, on connaît, bien sûr, la K-pop, on pense à Gangnam Style. Mais aussi les séries télévisées qui s'exportent dans toute l'Asie. Et c'est très important pour l'image de la Corée. Et ce programme Imangap s'inscrit justement dans cette culture du divertissement. Et c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ça cartonne parce que pour la première fois, c'est véritablement une rencontre entre les Sud-Coréens et les Nord-Coréens. C'est ce qui a donné le nom à l'émission, qui s'appelle Imangap, qui est en fait le raccourci d'une phrase un peu plus longue, Ije manaro 갑니다, qui veut dire « Allons à la rencontre de l'autre, il est grand temps ». On invite régulièrement une dizaine de Nord-Coréens et notamment, c'est important, des mignons, des jolies filles. Donc il y a le côté séduction qui est important. Et toute la première partie de l'émission est faite de confrontations sur des thèmes qui varient. Ça peut être comment on se marie en Corée du Nord, comment on se rencontre, comment on drague. Et la seconde partie de l'émission est un petit peu différente, c'est un témoignage. Et là, généralement, on prend un réfugié qui raconte son périple individuel. Donc ça permet d'humaniser. Donc généralement, là, il y a des larmes. Les gens sont émus, donc c'est la partie émotion de l'émission. Les Coréens du Nord, il ne faut pas l'oublier, aiment profondément et sincèrement leur pays. Alors ils l'aiment, bien sûr, parce que depuis leur petite enfance, ça fait partie de la propagande, mais c'est très ancré au fond d'eux. Finalement, quand ils arrivent en Corée du Sud, ils sont un petit peu en marge de la société. On les juge un petit peu ploucs, donc ils ne trouvent pas tout de suite leur place. Ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'il y a des Nord-Coréens en nombre en Corée du Sud. Et ils ont véritablement du mal à s'intégrer. Et il est temps que les uns
aille vers les autres. Donc c'est un véritable échange entre les deux pays, c'est une sorte finalement de laboratoire d'une éventuelle réunification. Ça permet une intégration et ça va dans les deux sens. À mon sens, cette émission est véritablement ce qui manquait un petit peu comme pont entre les deux pays, même si on pourrait lui reprocher finalement de rendre drôle et amusant, de dédramatiser finalement une situation nord-coréenne qui est douloureuse, qui est lourde. Mais en même temps, il n'y a que par le rire qu'on arrive à dédramatiser les choses. Le but du jeu, c'est quand même quoi? C'est de dire... C'est de mieux connaître. En fait, ils se sont rendus compte finalement que les deux Corées avaient des points communs au niveau culturel, entre autres. Évidemment, c'est les mêmes. Et voilà, Ouais. et en fait, c'est le régime qui change, c'est tout. Exactement. Et finalement, le but, c'est quoi? C'est la réunification des deux pays. Eh oui. Ce qui ne risque pas d'arriver tout de suite, mais pourquoi pas? C'est une autre affaire. On peut juste, pardon William, juste parler du bouquin de Juliette Mourinho, qui est une des rares spécialistes des deux Corées, donc qui a écrit La Corée du Nord en 100 questions. Ah oui, et ça, d'accord. c'est ultra intéressant. Écrit aussi avec Dorian Malovic, grand spécialiste de l'Asie. Voilà. Merci beaucoup. La météo maintenant. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Monsieur Francky, là, Fly to the Moon, effectivement, nous allons nous retrouver, grâce à l'actualité du cinéma et Charlotte Bouteloup elle-même, dans les États-Unis fin des années 50-60, au moment de la conquête spatiale. Évidemment, ça se passe à la NASA. Il y a un certain nombre d'ingénieurs, majoritairement. Ils sont blancs. Ils sont blancs. Hommes et femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes, d'ailleurs. Peu de femmes. Et alors là, c'est ça ce qui est extraordinaire dans ce film et ce que ce film raconte. Une histoire vraie. 3 femmes scientifiques, 3 mathématiciennes afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale en participant activement à la mise en orbite de l'astronaute John Glenn en 1962, très exactement. Ces 3 femmes-là étaient noires dans un environnement donc extrêmement misogyne et une Amérique marquée encore par la ségrégation. C'est-à-dire que concrètement, ces femmes-là, qui étaient bardées de diplômes et brillantes mathématiciennes, étaient considérées par les hommes blancs de ce centre annexe de la NASA, ils les prenaient pour des petites mains ou pour des femmes de ménage. D'ailleurs, elles travaillaient dans une salle destinée aux femmes de couleur. Elles prenaient leur repas dans une autre cantine et pour se rendre aux toilettes, il leur fallait marcher plus d'1 kilomètre, temps précieux qu'elles ne pouvaient pas consacrer à leur travail, pour aller dans des toilettes destinées aux gens de couleur. Jusqu'à ce que le directeur du programme scientifique, joué dans le film par Kevin Costner, décrète, je le cite, « Après tout, on urine tous de la même couleur ». Donc il a cassé le petit écriteau. Ah, c'est pas bête, ça. Voilà. Donc il y a aussi, c'est une histoire vraie. On a un sang de la même couleur et on urine de la même couleur. Il dit même, on pisse tous de la même couleur. Pour dire moins chic, c'est comme ça dans le film. Voilà. Donc c'est une histoire tout à fait méconnue, assez incroyable. Les Américains, ils sont très forts pour ça. C'est ce qu'on appelle un biopic au sens classique du terme. Vous n'irez pas voir ce film pour sa mise en scène qui est tout à fait classique et académique, mais pour cette histoire complètement surprenante qu'on doit à un réalisateur, Theodore Melfi, il a 46 ans, il est scénariste, producteur. Qui est-ce qu'on a à la production? Tiens, un petit nouveau, Pharrell Williams. C'est étonnant, hein, il se met au cinéma. Notre correspondant à l'étranger, Claude Budin-Juteau, à Los Angeles, a rencontré les 3 actrices ainsi que Kevin Costner. Move like that. Catherine, we all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 miles. Or sit in the back of the bus. Kiss me up. You have identification on? We're just on our way to work at NASA, sir. I had no idea they hired. There are quite a few women working in the space program. Well, the space race was in its infancy, and the urgency was to beat Russia because we were in situations where neither one of those countries were trusting each other to do the right thing in space. So we had to get up there to keep our eye on what they were doing. So I think things became easier in NASA's eyes because they were looking beyond race and gender, and they were only looking at the minds that could contribute to the space race. Ruth, what's the status on that computer? She's right behind you, Mr. Harrison. Does she handle analytic geometry? Absolutely. And she speaks. Yes, sir, I do.
And this was a piece of our history that kind of caught me by surprise. I felt I knew a little bit about what was going on, but certainly when I was done, I thought, wow, African American people had a big part to play in our space program. So we have the vehicle's speed, the launch window, and for argument's sake, the landing zone is the Bahamas. Should be enough to figure the go, no-go? Yeah, in theory, sir. We need to be past theory at this point. We'll be able to calculate a go, no-go with that information. When exactly is that going to happen? Catherine? Have a go at it? One of the things I wanted to learn was the elliptical equation. Now, I don't know if I can do it right now, but when I was in it, I did learn it. And that was a challenge. I wanted to understand how these women were thinking every single day. But I'm no math genius. You, my lady, and you see her scenes, she kills her equations. In 14 days, astronauts will be here for training. Everything we do is going to matter to their wives, to their children. I believe it's going to matter to the whole damn country. My gals are ready. We can do the work. That's John Glenn. What do you ladies do for NASA? Calculate launch and landing, sir. Engineering. And I'm proud as the devil to be working with you. How could you possibly be ogling these white men? It's equal rights. I have the right to see fine in Africa. No protocol for women attending. There's no protocol for a man circling the earth either, sir. Every time we have a chance to get ahead, they move the finish line. Every time. We all get there together, we don't get there at all. It's good to know NASA hadn't given up on good old-fashioned brain power. 3, 2, 1. Ça a l'air savoureux, puis ça se termine bien, on est content quand on voit un film comme ça. Belle histoire qui se termine bien, c'est vrai. Et on a quand même 3 actrices magnifiques. Il faut savoir que ces 3 femmes dont est tirée leur histoire, 2 sont mortes. Il en reste une de 90 ans qui est extrêmement honorée, mais très surprise que soudainement, comme ça, on s'intéresse à leur histoire. Ah oui, bien sûr. 3 nominations aux Oscars, 2 nominations aux Golden Globes, c'est pas rien. Ça sort ce mercredi. Avec des actrices que vous avez peut-être déjà vues, celle qui porte une robe couleur Alors, une peu violet. pourpre, ça c'est Octavia Spencer qu'on a vu notamment dans La couleur des sentiments. Ça c'est elle tourne beaucoup. C'est très fort. La plus jeune qui a des lunettes qu'on aperçoit, celle qui a des lunettes au milieu, c'est celle qu'on a vue dans le film Moonlight qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Et puis une autre dont le nom est un peu moins connu, Taraji Henson, voilà la 3e. Mais elles sont en train de percer toutes les 3. Voilà. Merci beaucoup. C'est en salle ce mercredi. Ah oui, d'accord. Nous ne sommes pas encore le 8 mars. C'est le 8 mars, la journée de la femme. C'est mercredi avec Julia Duweb. Oui, c'est une histoire un peu anecdotique au départ. Seulement, c'était sans compter sur la force de puissance de propagation du web. Il s'agit de cette équipe de football, William, qui est une équipe de football tibétaine, qui est l'équipe nationale. Ce sont des jeunes femmes, comme vous pouvez le voir. Elles font face à une décision aberrante qui aurait pu rester pour le moins inconnue, sauf que le crowdfunding a décidé d'aider ces femmes. En fait, elles sont invitées en tant que VIP, en tant qu'invitées d'honneur à la Dallas Cup, qui est la plus grande compétition de foot des très jeunes équipes. Elles viennent d'où? Elles viennent du Tibet. Et elles sont invitées là-bas sur le sol américain. C'est très important, c'est parce qu'elles représentent vraiment la première équipe sportive sur le sol américain. Première équipe tibétaine. On vient de leur refuser leur passeport et leur visa. Elles ont dépensé tout le budget annuel de leur équipe dans ces visas. Et donc, elles ont demandé $5 000 sur le site de crowdfunding que vous voyez là. Et évidemment, ça a explosé. Mais pourquoi on leur a refusé le visa? Parce qu'elles n'avaient aucune raison valable d'y aller. Voilà la réponse qui a été donnée. Alors qu'elles ont une invitation en bonne et due forme. Donc, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut parler, faire un don, participer et en parler encore pour que la décision puisse changer. En tout cas, elles sont aidées financièrement. Il faut continuer à les aider. Merci beaucoup. Allez, du jour. C'est vrai que le Donald, il a remis ça dans l'actualité. Vous allez voir, je vais vous en parler. Alors d'abord, je vous dis que la situation est extrêmement variable, que ce soit dans le monde ou bien en Europe. On va voir une carte très bien faite qui a été publiée par nos confrères du Monde diplomatique. Regardez, alors en bleu, c'est les pays où l'avortement est autorisé. Quand c'est bleu foncé, c'est que c'est autorisé depuis longtemps. Alors de manière générale, l'IVG existe en Amérique du Nord, en Europe, dans l'ex-URSS et en Chine, en Australie aussi.
Par contre, tous les pays orange ou rouge, c'est là où l'avortement est interdit avec de rares exceptions, autorisées par exemple en cas de viol ou quand la grossesse met en péril la vie de la mère. Sachez qu'au Chili, vous voyez que le Chili est en rouge foncé, c'est parce que jusqu'à l'an dernier, l'avortement était là-bas interdit sans aucune exception. Même viol ou péril pour la vie de la mère, c'était une loi qui datait de Pinochet, qui vient donc de changer là tout dernièrement au début de 2016. On va zoomer sur l'Europe. Là, je vous le disais, l'avortement est légal presque partout, sauf, vous le voyez, en Pologne. L'IVG n'existe en Pologne qu'en cas de viol, malformation du fœtus ou risque pour la mère. Même chose à Chypre. Et c'est encore plus strict en Irlande, puisque seul le risque pour la vie de la mère est une raison acceptée pour l'IVG, donc pas le viol, ni les malformations du fœtus en Irlande. Vous voyez, c'est la législation vraiment très stricte. On peut retrouver ça, quoi, la carte avec des pays qui sont sous une domination religieuse. C'est souvent les pays où les gens sont très religieux, très souvent. Quelle que soit la religion. Oui, c'est vrai, quelle que soit la religion d'ailleurs, le plus souvent. C'est pas que les catholiques, musulmans et catholiques aussi. Sauf les bouddhistes s'en fichent un peu, mais c'est les monothéistes, on va dire, pour faire simple. Alors, attention, il faut voir que rien n'est fixé dans le marbre. Par exemple, la Pologne, c'est un cas emblématique. Regardez ces images de manifestations en Pologne, manifestations de femmes en octobre dernier, parce que le Parlement, dominé par les ultra-conservateurs, voulait interdire complètement l'avortement, donc même en cas de risque pour la vie de la femme. Donc finalement, c'est une loi qui n'est pas passée. Mais le paradoxe, c'est qu'autrefois, l'IVG était autorisée en Pologne à l'époque du communisme, avant d'être donc presque complètement interdite dans les années 90, et que le Parlement veuille encore restreindre les conditions de l'IVG par rapport à la situation actuelle. Et pour ce qui est, on parlait de Donald Trump, pour ce qui est des États-Unis, alors l'avortement là aussi est autorisé depuis à peu près comme nous, depuis 1973, mais nombreuses réticences, il y a des menaces sur les médecins qui font des avortements. Et Donald Trump, il en a parlé pendant sa campagne, et depuis qu'il est président, il veut supprimer les subventions aux associations favorables à l'avortement. Même des assos qui ne parlent pas que de ça. Par exemple, une association qui promeut l'éducation sexuelle, mais qui par ailleurs est pour l'avortement, plus de subventions. Et c'est-à-dire que souvent les associations ne pourraient plus vivre sans ça, sans ces subventions fédérales américaines. Dans certains États américains en ce moment, au niveau des États, il y a des projets pour que la dame soit obligée de demander l'avis du père. Voyez, alors vous imaginez, c'est-à-dire qu'elle serait obligée de porter un enfant dont elle ne veut pas. Le père pourrait dire mais c'est moi le père de l'enfant, alors que vous n'êtes peut-être pas forcément lui, donc ça commence à devenir un peu compliqué. Je termine avec quelques archives pour nous rappeler à quel point ce débat a été passionnel chez nous aussi. Rappelez-vous en 1974, les attaques très violentes contre Simone Veil quand elle défendit à l'Assemblée la loi autorisant l'avortement en France, alors que des centaines de femmes mouraient chaque année lors d'IVG clandestines dans des conditions épouvantables. Et encore aujourd'hui, bien que ce soit légal, les Françaises ont parfois du mal à trouver un médecin parce qu'on manque de médecins, puis il faut faire vite. C'est jusqu'à la 12e semaine. En Italie, c'est encore pire parce que 70% des médecins en Italie refusent de faire des IVG, comme la loi les y autorise. Et puis, donc, en Italie aussi, ça date des années 70. Un dernier mot, vous avez vu tout à l'heure que les pays du tiers-monde n'autorisent presque jamais l'avortement. Pourtant, dans le monde, pas moins de 2 millions de jeunes filles de moins de 15 ans sont enceintes et accouchent chaque année, moins de 15 ans. Et les associations qui promeuvent ne serait-ce que la contraception dans ces pays-là sont très menacées par la politique de Donald Trump parce que l'aide américaine jusqu'à présent était assez importante. Il y avait des centaines de millions qui étaient donnés à des associations. Oui, elle est subordonnée maintenant au fait qu'on... C'est-à-dire que l'association qui promeut la pilule, mais qui par ailleurs est pour l'avortement, n'aura plus de sous. Et donc plus de pilules pour des pays où les systèmes de santé locaux n'ont pas les moyens de le faire eux-mêmes. Et elle fait bien utile. Merci beaucoup. Dans l'actualité des spectacles vivants et du théâtre en particulier, avec Jean-Philippe Viau, nous avons choisi cette semaine de vous montrer des images d'une création qui fait étonnamment écho à l'actualité politique et le nouveau seul en scène, pour ne pas dire one-man show, d'un talentueux comédien, humoriste et écrivain algérien que vous connaissez peut-être, on en a déjà parlé ici. Le tout à l'affiche du même théâtre parisien. Oui, en effet, les deux excellents spectacles à venir se jouent pour l'instant au même endroit dans la capitale, à savoir au Théâtre du Rond-Point. L'un est un étonnant conte politique, à la fois drôle et cruel, et puis l'autre est une succulente remise en mémoire de près de 20 ans des délirants voyages scéniques de son inimitable auteur-interprète, Monsieur Fellag. Ce superbe et drôlatique exécutoire théâtral est mis en scène par Marianne Epin. Ça s'appelle Blade Runner, et c'est tout dire. Un jour, mon père a acheté un poste radio. C'était le deuxième objet moderne, après la GGN, à avoir fait son apparition dans notre contrée. Un jour, je suis entré dans une épicerie à Alger, j'ai dit « Salam alaikum, vous avez du lait caillé ?»« Ah, désolé, on ne fait pas les fournitures scolaires. »
C'est l'histoire d'un Algérien depuis l'âge de 5 ans, donc pendant la guerre d'Algérie, jusqu'à son départ en France. On voit par où il est passé, par toutes les difficultés, comment il malicieusement arrive à contourner les choses, les obstacles, pour continuer à vivre joyeusement comme ça. Voilà. Dieu, demain commence le ramadan, je le fais, oui ou non? Non. C'est un spectacle qui joue toujours un peu comme dans tous les spectacles, qui s'amuse à faire des clins d'œil entre l'Algérie et la France. Évidemment, ça provoque le rire parce qu'il y a énormément d'absurdités sur le plan politique, social, psychologique, historique, etc. Mon père était un militant pour l'indépendance et son émission préférée, c'était « Les Arabes parlent aux Arabes ». On dansait avec Marilyn Monroe et on embrassait Brigitte Bardot. L'ancienne, hein? Quand les spectateurs sortent, ils disent on sort heureux, on s'est oxygéné, ça fait du bien. Ça fait du bien, on se sent léger. Vous avez raté votre colonisation, nous avons raté notre indépendance, on est quitte. Finalement, la France, c'est une Algérie française qui a réussi. La création qui suit, on la doit à Marianne Ndiaye, lauréate du prix Femina en 2001 et du Goncourt en 2009. Elle nous propose aujourd'hui Honneur à notre élu, c'est le titre que met en scène Frédéric Bélier-Garcia. Les coulisses du pouvoir et ses dysfonctionnements sont au cœur de cette étonnante fable politique. À l'affiche, on y retrouve 9 super comédiens, parmi lesquels Isabelle Carré et Patrick Chenet. Cette intégrité qui est à la fois ma vertu et mon travers, puisqu'elle me rend orgueilleuse. Tu la redoutes? Qui te dit que nous éprouvons de l'affection pour cette femme? Tu sais bien, je n'ai besoin de toi que pour combattre notre élu, tu sais bien. Je suis l'élu irréprochable, incorruptible. Et voici mon opposant. Il va tenter, pour la première fois, de me battre à ces élections qui s'annoncent au début de la pièce. Il va lui balancer une sale affaire dans les mains qui va sortir dans le journal et qui va un peu la compromettre. Ce sont des arguments inventés, la diffamation. Je voulais pas que tu sois mêlé à toutes ces histoires. Nous devons nous supporter les uns les autres. Oubliez ce que nous sommes! Pourquoi ne dit-elle rien? Est-ce que c'est une stratégie? J'ai peur. On commence par les élections passées. Il faut un espèce de constat. Et comment maintenant, quels moyens on va employer? L'opposant a décidé de changer radicalement ses méthodes. Et est-ce qu'avec d'autres méthodes, des méthodes beaucoup plus sales, est-ce qu'il va y parvenir? Quelle femme es-tu donc? Je ne t'ai jamais menti. Tout ce que je t'ai dit était vrai, à l'instant où je te l'ai dit. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? C'est trop d'un seul coup, ça m'effraie là. C'est pas du tout une pièce réaliste, c'est une pièce un peu folle. On est dans des incantations, dans du lyrisme, en même temps parfois dans du quotidien, c'est le mélange des deux. Oui, il y a des moments très rationnels, très concrets. La pièce a une allure, un style, quoi. Elle est froide, douce, sèche. Pourquoi avez-vous permis que mon piège fonctionne aussi bien? Vous me faites peur. Ces 2 spectacles présentés au Théâtre du Rond-Point ont amplement de quoi satisfaire les amateurs de beaux textes, que ce soit avec l'incroyable Félag et son Blade Runner, ou bien alors avec cette habile et intelligente production qui est Honneur à notre élu. Chacun peut en apprécier les finesses et nuances. Cruelles et pleines d'humour, ces évocations sont l'une et l'autre de parfaits reflets du monde tel qu'il est et tel qu'il va. Voilà, bon spectacle à tous donc, et à très bientôt. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et oui. Et qu'est-ce que vous avez remarqué de pacifique ce matin? Oui, et si on jouait à la guerre? Ah ben voilà, c'est bien ce que je craignais. Titre pêché dans le Parisien ce matin. Alors sur le coup, on se dit que la situation est déjà quand même assez tendue, comme ça, pour ne pas en rajouter. Mais point de bellicisme dans cette proposition du Parisien. Le journal nous propose juste de découvrir un musée-parc d'attractions qui vient d'ouvrir à la périphérie de Strasbourg. Alors le thème, c'est évidemment la Seconde Guerre mondiale. Pas moins de 120 chars allemands, russes, français sont exposés sur place. Vous y trouverez également 400 uniformes. Une vedette allemande, ils ont carrément réalisé un bassin d'eau pour mettre une vedette, une vraie, pas une vedette du showbiz, une vedette oui, d'accord. Dans un bassin d'eau. Une vedette qui flotte. Voilà. Et tout un tas d'armes. On peut même en tester certaines. Ce sont des répliques.
dans un stand de tir et on attend dès la première année 100 000 visiteurs dans ce parc d'attractions qui a été monté par le faire parfaitement Oui, ça fait. en décryptant son spectre. Deux passionnés d'histoire. C'est Bon, où, l'un ça collectionne depuis des spectacles, mais je signale quand même qu'il y a ce matin toute l'année les armes et ce type de putain de papier sur le spectacle de Félag. Pièce. Comment il s'appelle ce musée? Le musée s'appelle, c'est le M. Je rappelle qu'il dure jusqu'au 9 avril prochain au théâtre du Rond. M Park. M Park. Voilà. Et à Paris, non, parce que le titre m'a fait marrer, Blade Runner. C'est dans la banlieue de Strasbourg. Voilà, on va y aller. Honneur, c'est formidable. C'est absolument génial. Et on retrouve effectivement. Alors là, je vis un drame de Félag qu'on a entendu dans le reportage de Jean-Philippe Viau tout à l'heure, et notamment celle-ci. Vous avez raté votre colonisation, vous les Français. Nous avons raté notre indépendance. Nous sommes quittes. Voilà. Et la France, la France est une Algérie française qui a réussi. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir parler aussi de la guerre d'Algérie. Alors lui, il le fait avec son regard d'enfant. Mouloud, qui a 5 ans dans les années 50, d'en parler sans que ce soit un drame. Et avec un peu d'humour, ça fait franchement du bien. Donc Félag au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 9 avril. 2 cadors font la une du Figaro Magazine, du Figaro, le supplément littéraire du Figaro, le supplément culturel du Figaro, Corto Maltese et Largo Winch. Alors, ce sont évidemment 2 cadors de la BD. Le Figaro présente même en exclusivité 2 cases inédites des prochains albums de ces héros qui survivent à leurs créateurs. C'est leur point commun. Alors, de retour en librairie en septembre, on les retrouvera. Corto est né, je le rappelle, en 67, sous le dessin d'Hugo Pratt. Et Largo est né en BD en 1990, grâce à Jean Van Hamme, grand scénariste de BD. Alors, Corto, il faut savoir que l'aventure aurait pu s'arrêter en 95 à la mort de Hugo Pratt. Il a été repris par un tandem espagnol, Juan Diaz Canales et Rubén Pelejero. Et résultat, ça fait quand même 200 000 exemplaires à chaque fois. Pelejero. Si. Et Largo Winch a été repris de même, mais c'est désormais Éric Giacometti, qui était journaliste et romancier, qui fait le scénario. Et l'interview de Philippe Franck, le dessinateur, ce matin dans le Figaro, nous montre que Largo Winch va un petit peu évoluer. Il est beaucoup plus dans l'action aujourd'hui et il est hyper branché sur les réseaux sociaux. Je savais que ça allait vous plaire, oui. Il va parler un pro, là. Tiens, à propos de ça, Julia Dubois veut trouver une appli. Alors, est-ce que c'est pas encore une appli supplémentaire pour vous dire faites du sport, c'est bien? Parce que ça, on le sait, mais depuis le temps, non? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est une super appli pour les sportifs ou pour ceux qui veulent le devenir. Oui. Et figurez-vous que c'est un concept assez simple et pourtant elle n'existait pas encore, cette appli. Elle met en relation les professionnels de sport avec les gens qui veulent s'y mettre ou avec les gens qui en font déjà et qui veulent être suivis par quelqu'un de professionnel. Alors vous allez me dire c'est assez simple, sauf qu'en fait, si ça n'existait pas, une appli qui va vous permettre de taper, je sais pas moi, gym, alpinisme, boxe, ou des trucs un peu originaux comme ce qu'on découvre avec Grégoire Tournon souvent. Vous tapez ce mot-là et on va géolocaliser tout de suite quel est le professionnel certifié et diplômé qui va vous aider, vous donner des cours et vous instruire. Ça n'existait pas. C'est une plateforme de mise en relation extrêmement sérieuse. C'est comme si vous cherchiez un prof, alors. C'est comme si vous cherchiez un prof, mais ils sont un peu spécialisés dans toutes les catégories sportives. C'est gratos. L'appli est gratos, oui, bien sûr. Certifié par Grégoire Tournon. Non, mais une fois qu'on l'a trouvé, le prof, faut le payer? Bah oui. Ah, voilà. Ça reste un service qu'il Non, faut payer. c'est pas un site de rencontre. On non, trouve un prof, on va se non, balader c'est très avec lui. sérieux, Non. William. Certifié et diplômé, les profs.